Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau format de l'e-forum, donc forum à distance puisque chacun se trouve être confiné. Je vous rappelle que nous sommes le 23 avril, donc en pleine période de confinement, mais heureusement donc nos amis partenaires, sociétés de gestion, notamment sur l'immobilier, donc nous ont fait le plaisir de répondre présent à notre sollicitation. Donc on est très heureux, on est très fiers et donc aujourd'hui on compte 9 acteurs qui font partie de nos partenaires, qui font partie de vos partenaires dans les offres et dans les allocations que vous sollicitez, tant sur les SCPI, sur les SCI, sur les OPCI, sur les SCI de CPI. Bref, on va parler de tout ça et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup à dire puisque beaucoup d'interrogations concernant eh bien justement l'avenir peut-être de ce marché. Donc on sait qu'on peut s'y précipiter sous forme de valeur refuge, mais pas de chance, on se dit: «Oh là là, le marché, de l'immobilier, locatif notamment donc est amputé peut-être d'un certain nombre de différés de loyers» et cetera. Bref, on va faire un tour d'horizon de tout ça avec nos spécialistes et j'ai plaisir à commencer par, l'un d'entre eux qui est Grégory Sopelsa donc de, Atrim. Donc bonjour Grégory. Bonjour Thierry, Alors, bonjour à tous. on va démarrer. Donc, vous allez voir, on a un certain nombre de diaporamas, de slides à partager avec vous, puisque donc nos amis nous ont fait aussi le plaisir de nous envoyer donc leur présentation. Donc, on va un peu s'effacer derrière donc ces différents slides. Donc, voilà, un petit rappel sur l'ensemble des intervenants qui vont se succéder, que je vais torturer un petit peu par certaines de mes questions. Et donc, on commence par Grégory, donc à Atrim. Alors, quelques mots d'abord, Grégory, donc sur la maison Atrim. Alors Atrim, on est une société de gestion que j'ai cofondée en 2008 avec Pascal Savary. Et notre particularité, c'est que depuis l'origine, donc depuis 2008, on investit de façon massive, puisque ça représente plus de 50% en cours, dans l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et plus largement du tourisme, à la fois en France et en Europe. Un effet de mode, on le fait depuis plus de 10 ans. Et pourquoi est-ce qu'on investit dans cette industrie et auprès des principaux acteurs, ces leaders? Parce qu'on a une forte conviction autour de la croissance de long terme que peut générer cette industrie et de son caractère stratégique. Alors effectivement, ça paraît un peu aujourd'hui peut-être en décalage par rapport à la situation actuelle où c'est une économie qui apparaît. Mais je pense qu'on va parler assez rapidement dans ce webinaire aussi du redémarrage de cette industrie. Mais c'est en tout cas une industrie qui est stratégique en Europe parce que c'est la première industrie. Elle représente 10% du PIB, 12% des emplois, 27 millions d'emplois en Europe. Et donc, une industrie qui a besoin en fait d'investisseurs et d'investissements, notamment immobiliers, pour accompagner son développement. Et la Alors, preuve, il y a un plan Marshall qui est maintenant, c'est pas moi qui emploie ce terme, c'est Thierry Breton, commissaire européen, pour faire redémarrer cette industrie et notamment ses principaux acteurs. alors justement, quels sont les faits marquants donc, autour de cette crise en quelques mots et rapidement, donc, avant qu'on comprenne bien ou pour que l'on comprenne bien donc justement ce positionnement sur ce marché-là? Alors, de manière générale, c'est un marché qui a vu sa croissance en nombre de touristes dans le monde a multiplié par deux en l'espace de 20 ans. Donc, une forte croissance, même un développement du tourisme mondial et qui, alors nous, on est sur une diversification européenne, mais aujourd'hui, avec la pandémie qu'on vit, c'est une économie qui est à l'arrêt et qu'on soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis, avec ce qu'on appelle des taux d'occupation, donc c'est la fréquentation de ces établissements, qui est de l'ordre de 10%, qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, et avec en Asie et notamment en Chine, un redémarrage qui est à l'œuvre, puisque c'est, vous le savez, c'est un pays qui a 2 mois d'avance quelque part sur cette crise. Et donc, on voit comment s'opère le redémarrage dans cette partie du monde. Et il est en train de s'opérer de façon principalement autour du tourisme domestique, tant que les frontières sont fermées. Et on voit que ça va se faire progressive. En France et en Europe, on pense que ça va commencer à redémarrer en juin, autour de juin, pour une période de 18 mois sur laquelle va se faire le redémarrage progressif.
Alors justement, c'est quoi les impacts, impact de 2020 sur les fonds immobiliers? Quelles perspectives on peut avoir? Quelle rassurance on peut avoir? Vous venez de dire à l'instant que voilà, il y avait un redémarrage attendu vers juin, mais on n'en aura peut-être pas les fruits tout de suite. Alors, en fait, tout le sujet, déjà, c'est avec qui vous investissez. Et nous, à Trim, on investit avec les grands opérateurs de cette industrie. Quand je parle d'opérateurs de manière générale, c'est le groupe Accor, c'est des acteurs qui sont leaders aussi sur des marchés plus spécifiques, au Club Med par exemple, à Center Parks, mais des acteurs qui ont su, lors de. Alors, c'est une confiance, vous allez dire, mais dans la mutation de cette industrie qui a eu lieu au tournant des années 2010, avec le changement des modes de distribution, l'apparition des Airbnb, des Booking, sont des gens des acteurs qui ont su s'adapter et qui aujourd'hui vont savoir s'adapter par rapport aussi à l'évolution du tourisme. La conviction autour du tourisme, elle ne change pas sur le long terme. Tout le sujet, c'est qu'on va consommer différemment ce mode de cette industrie, avec bien évidemment l'émergence de normes sanitaires qui sont en train d'être mises en œuvre et qui sont en train d'être mises en œuvre par qui? Par justement ces grands acteurs. Accor a communiqué il y a quelques jours sur la mise en place d'un label sanitaire avec l'aide de Veritas. Et donc, c'est auprès d'eux qu'on continue à investir parce qu'il y a des opportunités d'investissement qui sont en train d'être mises en œuvre. Et aujourd'hui, pour l'impact sur les fonds, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui sur nos fonds immobiliers avec ces grands opérateurs? On est plutôt sur une discussion autour de décalage de partie du loyer du deuxième trimestre pour le reporter sur les trimestres futurs, qui sont 2020 ou sur 2021, mais on n'est pas sur une logique d'abandon de loyer. Ok, c'est ce qu'on voit effectivement, les prévisions 2021 finalement vont récupérer ou vont bénéficier de cet effet de différé. Alors justement, deux mots sur le style de gestion avant de dire quelques mots sur le produit qu'on pourrait mettre en avant, la SCI de SCPI. Alors sur le style de gestion, c'est un style de gestion, je disais qu'on est investi auprès des grands opérateurs, donc on rachète des murs, voire sur certains fonds, on fait aussi du mur et fonds de commerce. Mais quand on est en immobilier, puisque là on parle principalement de fonds immobiliers, donc on est propriétaire des murs loués à ces opérateurs leaders sur le long terme, je précise. On a une approche long terme qui aussi nous permet, par rapport à ces durées longues, de pouvoir étaler ou reporter les accompagnements qu'on peut consentir. Donc on continue à investir autour de ces grands partenaires et on partage avec eux la vision opérationnelle. On n'est pas juste sur du quittancement immobilier, hein. On partage la vision de redémarrage de cette industrie. Quand je disais une durée de 18 mois avant de revenir aux revenus qui étaient ceux des opérateurs avant la crise, c'est une vision qu'on partage et qu'on échange avec l'ensemble des grands opérateurs du secteur. Donc, Et, et c'est à partir. Oui. oui, est-ce que vous avez donc trouvé un intérêt en fait dans la diversification peut-être européenne, parce que vous n'êtes pas que sur la région France, donc on le voit peut-être ici avec notamment donc une forte implantation aujourd'hui sur les Pays-Bas. Donc cette diversification, elle est utile et elle est d'autant plus utile dans cette période de crise ou elle est uniforme en Europe? Non, 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 vous avez raison de le signaler. En fait, il y a les marchés notamment sur lesquels on investit, qui sont plutôt en Europe du Nord et en particulier aussi en Allemagne. L'Allemagne, je disais tout à l'heure que le tourisme va redémarrer d'abord par le tourisme domestique. L'Allemagne, 80% de tourisme domestique. Donc, effectivement, certains marchés vont redémarrer plus rapidement que d'autres. Pareil, on est aussi plutôt investi sur le segment économique et milieu de gamme. Le redémarrage qui est aujourd'hui à l'œuvre en Chine, où 90% des hôtels sont désormais ouverts, hein, à nouveau ouverts, il se fait d'abord par l'économique et le milieu de gamme, et en dernier lieu par le très haut de gamme, ce qui est normal puisque c'est dépendant du tourisme international, et on voit bien qu'avec les frontières encore fermées, ce sera le dernier à redémarrer. Donc, oui, on a investi sur des classes d'actifs, avec des grands opérateurs qui permettent de voir une pérennité des investissements, sur des segments Europe du Nord, donc plus
résilients, et 3, sur des segments milieu de gamme qui sont les premiers à repartir. Et je me permettrai de rajouter également l'accès peut-être au grand public à des clubs deals immobiliers entreprises qui étaient plutôt réservés à des institutionnels jusqu'à présent. Donc le fait Complètement. de rendre retail en quelque sorte ce véhicule. Exactement. C'est quoi, juste pour terminer, le mot de la fin là-dessus, Grégory, s'il vous plaît, les espoirs de rendement sur 2000, alors peut-être un rappel 2019 et espoir sur 2020? Alors, nous, on a lancé la SCI qui est commercialisée avec AGAS. On l'a lancée en courant 2019. Donc aujourd'hui, je regardais à fin mars, on est sur une performance de 2,60%, mais parce qu'aussi on vient de la commercialiser, donc on a quelque part de la trésorerie qu'on n'a pas encore investie et que fort là des opportunités qu'on va investir sur le semestre 2020. Et donc, quelque part, il y a aussi dans ce moment un peu difficile des opportunités d'investissement qui sont à l'œuvre et dont on va pouvoir bénéficier sur la SCI Atrim Euro Hospitality, dont je rappelle qu'effectivement, sa thématique, c'est d'investir dans les clubs deals constitués par Atrim. L'an dernier, on en avait pu acquérir, par exemple, le Club Med des Arcs sous forme de club deal. Et la SCI Atrim Euro Hospitality a pris une participation dans cette opération. Donc, c'est ce type d'opération qu'on est en train d'identifier et de sourcer pour le second semestre. Ok, merci beaucoup Grégory de cet éclairage. Donc on va enchaîner avec alors la SCI Merci Thierry. de rien. La SCI de SCPI, donc Atrim Euro Hospitality est récente. Bien maintenant on va passer à la doyenne finalement de ces SCPI. Donc j'ai plaisir à accueillir Nicolas. Si Nicolas Van Danet veut bien à la fois mettre la vidéo et le micro. Voilà. Bonjour Nicolas. Bonjour Thierry. Bonjour Alors, Thierry. ravi de vous accueillir également. Donc, Sophie Di, disais-je, donc une vieille dame, mais toujours fringante, et donc qui a beaucoup de nouveautés à faire valoir. Donc, cette industrie de la SCPI, je ne dirais pas qu'elle a été créée par Sophie Di, mais en tout cas, un vrai pionnier. Quelques mots sur Sophie Di. Alors oui, quelques mots. Donc, alors on ne fait pas partie des plus vieux, mais en tout cas, maintenant, on a la chance de pouvoir capitaliser sur un peu plus de 30 années d'expertise dans le métier de la SCPI, et puis également dans l'univers global de la pierre-papier, avec un OPCI grand public, Sofidy Pierre Europe, qui est référencé chez AGAS, et une société civile qui s'appelle Sofidy Conditions Immobilières, également référencée. Depuis un petit peu plus de 5 ans, est venu se greffer à cet univers pierre-papier un métier plus orienté vers la gestion-action, en capitalisant sur une expertise là également qui est celle de l'immobilier coté, qu'on met en œuvre donc dans les véhicules société civile et dans les véhicules OPCI grand public. Donc Sofidy, c'est aujourd'hui une vieille dame qui pèse 6,2 milliards de capitalisation et qui a la chance de pouvoir travailler quasi exclusivement avec des CGPI, puisque la quasi-totalité, en tout cas une très très grosse partie de notre collecte, est faite par eux en direct ou par le canal de l'assurance vie. Et depuis de longues années. Donc, effectivement, est-ce qu'on pourrait revenir sur les faits marquants de ces derniers temps, donc au-delà de la crise, mais on va évidemment en parler, l'impact sur les SCPI qui sont matures. Donc, quels sont les faits marquants à rappeler? Alors, trois faits importants, notamment si on se projette à fin 2019. Le premier élément, c'est sur le très bon niveau d'activité au cours de l'année 2019, qui est marqué par une collecte importante, mais qui reste maîtrisée. Je pense que c'est un discours, et c'est effectivement au-delà d'un discours, hein, c'est très factuel. Ça a toujours été une volonté forte chez Sofidy. Une marque de fabrique, en effet, chez Sofidy, la collecte tout à maîtrisée. Fait. Exactement. Donc, c'est pas parce qu'on affiche 1,05 milliard d'euros collectés en 2019 voilà, qu'on a ouvert les vannes. C'est uniquement 680 millions d'euros sur les SCPI. Et bien entendu, cela doit s'analyser avec les capacités d'investissement. Et c'est une année record. C'est la plus grosse année pour Sofidy 2019 en termes d'investissement, avec près de 750 millions d'euros investis au travers de 103 opérations. Ça aussi, je pense que c'est une marque de fabrique importante. Alors, globalement, l'univers de la pierre-papier, c'est l'univers on capitalise tous sur la mutualisation, mais chez Sofidy, la mutualisation, on l'entend peut-être à outrance, et c'est un élément important. Donc ça, c'est d'un point de vue un peu
peu global. Et puis effectivement, si on l'analyse davantage, c'est aussi l'année 2019, quelque part, le succès de deux véhicules qu'on a lancé plus récemment. Donc, j'en ai parlé, la société civile Sofidy Conviction Immobilière, qui en plus termine 2019 avec un très bon niveau de performance, un peu plus de 5,5 pour un niveau de volatilité inférieur à 1. Et puis notre OPCI grand public, Sofidy Pierre Europe, où là aussi, près de 7% de performance dividendes réinvestis en 2019. Donc, ces deux véhicules ont à eux deux collecté presque 110 millions d'euros. Donc, on est sur maintenant plus qu'un décollage, hein. C'est des véhicules qui sont bien lancés très clairement. Et puis le dernier élément, je l'évoquais là aussi, c'est ce sujet d'immobilier coté. Donc on capitalise sur cette expertise pour la mettre, je dirais, à disposition dans les deux véhicules dont je viens de parler, mais surtout elle s'exprime aussi au travers d'un OPCVM qui a été créé il y a un peu plus de 5 ans, Sofidy Sélection 1. Alors, quelle perspective on peut imaginer donc avec ce marché chaotique et qui a aussi eu des conséquences donc, sur l'immobilier? Et justement, quelles conséquences et donc quelles perspectives pour ce marché et pour vous? Alors, très clairement, les conséquences, elles sont un peu les mêmes pour tout le monde. Et je dirais avec un prisme commerce important, qui n'est pas le seul prisme, hein. Le commerce, la gestion du commerce, des actifs de commerce chez Sofidy, ça représente un peu moins de 50% des actifs sous gestion. Néanmoins, c'est vrai qu'ils sont, avec ces mesures de fermeture, un peu en première ligne par rapport au contexte, à la crise sanitaire qu'on connaît. On est bien content de pouvoir capitaliser sur un certain nombre de fondamentaux qu'on estime solides. J'en ai beaucoup parlé déjà, mais c'est le sujet de la mutualisation, que ce soit à l'actif avec énormément un patrimoine très morcelé, très granulaire. Il y a plus de 4200 actifs sous gestion chez Sofidy, mais également au passif. Ça fait partie de cette volonté de bien maîtriser la collecte, c'est important. Des niveaux d'endettement qui sont très faibles et à l'image de la SCPI, en bon père de famille. Donc, on n'a aucune crainte sur ces sujets-là, des niveaux de trésorerie importants et des réserves solides. On parle beaucoup du report à nouveau, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir là aussi capitaliser chez Sofidy. De telle sorte que… Pardon. Oui. Ouais, non, j'allais dire de telle sorte que très récemment, on a fait le choix, et c'était une volonté forte, de pouvoir donner de la visibilité sur les niveaux d'acompte du premier trimestre, mais surtout sur de la visibilité sur la distribution de nos véhicules au titre de 2020. Et en faisant tourner des scénarios très durs, on est capable de donner des fourchettes de distribution à nos partenaires, de telle sorte qu'on a des dividendes pour 2020, des prévisions de dividendes en l'état actuel des choses qui nous permettent de rester, je dirais, conservateur par rapport au niveau de distribution 2019. Alors, cette granularité fine dont vous parlez, que je traduirais également par une sorte de dispersion ou de diversification, donc ça fait partie de l'ADN là aussi de Sofidy et notamment pour Immorente dont on va parler tout de suite après. Oui, exactement. Immorente à l'origine, et peut-être encore beaucoup de personnes ont en tête Immorente, un peu la référence des SCPI de commerce, mais depuis quelques années, c'est plutôt la référence des SCPI diversifiés, puisque tout en ayant certes une exposition de l'ordre de 60% dans des actifs de commerce aujourd'hui, Immorente, c'est quand même 40% d'autres actifs immobiliers, une logique de diversification qui s'exprime principalement sur le bureau, mais également de la logistique, de l'hôtellerie. C'est des choses qu'on aime bien et qui viennent apporter de la diversification au-delà d'un prisme locataire, d'un prisme activité du locataire et géographique. Donc, tous ces éléments-là sont pour nous précieux, bien évidemment. Donc voilà, hein, effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un véhicule qui, après avoir très bien performé en 2019 et un taux de distribution de 4,64, continue à bien performer. Ça s'exprime par des très bons taux d'occupation, près de 95% à fin 2019, et on est toujours sur un taux d'occupation du même ordre à fin mars. Donc, c'est des éléments qui sont effectivement solides, outre le nombre d'unités qui est très important. Un report à nouveau qui est là et qui nous permet effectivement, quand j'ai annoncé les niveaux au niveau de nos distributions, on sera entre 90 et 98% de ce qu'on a distribué l'année dernière. Donc, l'impact est très mesuré au regard de la crise actuelle. Alors, ce qu'on va juste regretter, c'est qu'avec une SCPI comme ça, c'est qu'on ait justement une collecte maîtrisée qui parfois nous contraint. Et donc, ce serait dommage, on aurait envie de lâcher les chevaux et parfois on ne le peut pas, mais c'est aussi le succès de la qualité. Oui. Nicolas, merci beaucoup de cet éclairage. Très bonne journée et à très bientôt. Merci Thierry, à bientôt, au revoir.
J'ai plaisir à accueillir désormais Christophe Inizan, que beaucoup d'entre vous connaissez. Donc, Christophe Inizan, donc directeur commercial de la distribution à la française, donc Investing Together. Donc, je ne sais pas si on va vraiment parler de ça, mais quelques mots, Christophe, après ce bref et ce rapide accueil sur la maison La Française qu'on connaît évidemment, mais c'est toujours bien de rappeler quelques chiffres et quelques tendances. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Allez-y, Christophe, on enchaîne. Alors, quelques mots sur la maison La Française. Moi, je ne t'entends pas, Thierry. Alors, quelques mots sur la maison La Française, peut-être? Non? Nous, on vous entend très bien. On vous entend très bien, donc il n'y a pas de sujet. Allô? Oui, on vous entend très bien. Ah. Donc, je pense que c'est un problème de retour son chez vous. Un petit souci, a priori, je n'entends pas. Oui, nous, on vous entend très bien. Donc, si vous nous voyez, nous, Moi, je ne t'entends pas. Nous, c'est très bien. Donc, très bien, tu m'entends. Ouais, Pardon, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Christophe Inizan de La Française. Écoutez, donc on est aujourd'hui effectivement en confinement depuis un mois, quelques jours, et on s'est organisé pour faire face à cette situation. Donc aujourd'hui, La Française, c'est une société de gestion, comme vous le savez, qui a été créée en 1975. Donc nous gérons aujourd'hui 70 milliards, dont 23 en immobilier. Et puis, les fonds sont répartis entre particuliers et institutionnels. Les particuliers, c'est vous, conseiller en gestion de patrimoine, bien évidemment. C'est ce que nous appelons le retail. Et concrètement, une équipe commerciale qui vous est dédiée, structurée entre un pôle dédié purement à l'immobilier et un pôle dédié au financier. Et puis, nous sommes, comme beaucoup d'entre nous, tous en télétravail. Donc, les 600 collaborateurs de La Française sont en télétravail depuis un mois et demi. Et cela fonctionne plutôt bien, finalement, globalement. Alors Christophe, je ne sais pas si vous nous entendez désormais, mais quelques sur faits marquants. La situation actuelle et la façon dont nous l'avons appréhendé et surtout les faits marquants pour cette année 2019 et ce début 2020. Bien évidemment, on a tenu à vous rappeler que nous sommes un acteur, donc comme notre nom l'indique, La Française, mais nous sommes très implantés internationalement puisque vous le savez certainement, les expertises immobilières françaises et européennes sont très demandées par les investisseurs. Donc, on a tenu à souligner dans ce contexte particulier que nous étions très sollicités comme d'autres par des investisseurs internationaux pour investir en immobilier. Donc, on a précisé les volumes qui ont été investis sur ce marché, notamment par un acteur qui est la Corée du Sud. Et puis, on a voulu préciser, bien sûr, que nous avons des plateformes d'investissement en Europe, bien sûr à Paris, en Allemagne à Francfort et puis à Londres, puisque nous pensons qu'une fois que cette crise sera passée, il y aura probablement des opportunités. Donc nous sommes en place pour pouvoir déployer ces stratégies dans les mois et les trimestres à venir. Et puis, on ne peut pas ne pas parler en fait marquant pour 2019 et début 2020, soit dit en passant, des plus hauts historiques en termes de collecte sur le marché de la SCPI. Et en particulier sur ce que nous avons fait à La Française, puisque nous avons collecté un peu plus d'1 milliard d'euros, et ce, grâce à vous, dans un contexte extrêmement porteur, j'y reviendrai dans un instant, puisque cela nous a permis d'avoir des expertises du patrimoine de nos SCPI qui ont été revues à la hausse, et on l'a traduit donc au 1er mars 2020 par des augmentations d'une grande partie des prix de part de nos SCPI, ce qui était la traduction du cycle immobilier plutôt porteur auquel nous étions en train de vivre. Donc, c'est vrai que début 2020 arrive cette crise. Alors, il faut quand même voir d'où on part. C'est très important. C'est pour ça qu'on s'est permis quand même de vous dire où on en était avant la crise. C'est un marché immobilier très sain, immobilier d'entreprise très sain. Les indicateurs étaient quasiment tous au vert. On parle bien sûr des taux d'occupation, on parle des taux de rendement, on parle des volumes d'investissement, on parle de la demande placée. Sachez que globalement, nous avons opté pour ce début d'année pour la distribution de la totalité des résultats que nous avons encaissés. Donc, dans quelques jours, seront distribués un trimestre, un T1 normalement. Et puis, bien évidemment, la crise ayant démarré fin mars, nous allons en sentir réellement les conséquences sur le T2 qui a déjà démarré, et probablement qu'il y aura un léger ajustement sur ce T2.
on commence à avoir une idée plus précise de ce qui se passe, sans déflorer des sujets. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes à 40% d'encaissement de loyer, là où d'habitude, en temps normal, nous en sommes à 50%. Donc, nous sommes quand même très attentifs effectivement au comportement des locataires. Nous avons dans les patrimoines de nos SCPI principalement des ETI et des grandes entreprises. Nous avons des PME certes, mais très peu de TPE. Et ce qu'on constate principalement aujourd'hui, c'est qu'il faudra accompagner les entreprises locataires. Ça, c'est une certitude et une nécessité absolue, puisque le moteur principal de performance de nos fonds, ce sont les locataires. Et au-delà des problématiques à court terme, il faut s'inscrire dans la durée. Par contre, nous serons aussi très attentifs au fait que les entreprises qui, pour certaines, sont en capacité de payer, le fassent dans les conditions normales. Et donc, nous sommes en train de monitorer tout cela. Nous aurons des éléments plus précis dans les tout prochains jours. Mais il y a à l'esprit que le T1 sera normal, le T2 peut être effectivement en deçà, ainsi que probablement le T3 et le T4, un retour, on l'espère, dans une situation plus normale de l'ensemble de nos fonds. Alors, c'est vrai que j'imagine, grâce à la diversification des portefeuilles. Ce sont des SCPI qui ont connu vraiment un intérêt massif de la part des investisseurs. Nous, à la Française, pour faire très, très synthétique, nous avons décidé de réorienter sur l'immobilier core depuis quelques années nos patrimoines. Et à ce titre, nous avons principalement du bureau dans nos patrimoines SCPI, du bureau qu'on va qualifier de core, donc plutôt défensif, c'est l'ADN de la maison, on est plutôt prudent. Et je vous parlais tout à l'heure des évaluations de notre patrimoine qui ont été relativement conséquentes l'année dernière et des augmentations de prix de part de début d'année. Nous avons été volontairement extrêmement prudents. Nous avons gardé des marges de manœuvre qui devraient permettre de passer cette crise dans des conditions que je vais qualifier d'acceptables. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que aujourd'hui, on constate que les locataires continuent, pour la majeure partie d'entre eux, on verra comment ça évolue, bien évidemment, il faut être prudent, mais globalement à honorer autant que faire se peut leurs engagements. Donc en matière de process, justement, peut-être effectivement, aller à la suite. On a décidé de vous rappeler quand même que nous travaillons dans des conditions quasi normales aujourd'hui. Donc, la fiscalité vient d'être adressée à l'ensemble des associés via les partenaires. Bien sûr qu'il y a eu un ralentissement des investissements sans être complètement stoppé, puisque évidemment les transactions immobilières, vous ne pouvez pas aller visiter les immeubles, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sachez que nous pensons que la stratégie qui a été basée depuis déjà de nombreuses années sur l'ensemble de la gamme des SCPI de la Française de prudence dans un marché qui était très dynamique devrait faire le job, comme on le dit, en ces temps un petit peu compliqués. Donc, nous avons décidé de focuser lors de ce e-forum AGEAS sur un de nos fonds, qui est un fonds que vous connaissez toutes et tous bien, parce que ça nous a semblé important de vous dire qu'il y a des solutions aujourd'hui immobilières qui font le job une nouvelle fois. Je pense à Multimo par Philosophal 2, qui est un fonds que nous gérons depuis plus de 15 ans aujourd'hui à la Française, et qui est géré toujours par le même gérant Marc-Olivier Penin, qui, depuis sa création, comme vous le voyez, a fait 88%. Qui l'année dernière a fait 364% de performance. Et ce qui va vous intéresser avant de conclure, bien évidemment, c'est de savoir comment on se comporte en ce début d'année 2020. Donc, au moment où je vous parle, c'est un fonds qui est à plus de 0,80 de performance, qui est extrêmement prudent puisque composé essentiellement d'un portefeuille de SCPI, valorisé à valeur de retrait avec une très faible volatilité. Donc, on a peu senti à ce stade les effets de la crise et on a bon espoir de pouvoir délivrer des performances positives cette année et bien au-delà. Donc, on vous invite à vous rapprocher de l'équipe commerciale qui est sur le pont en télétravail, mais très disponible et très sollicité. Donc, n'hésitez surtout pas. Je remercie une nouvelle fois Thierry Richer et ses équipes de nous avoir offert cette lucarne et ravi de pouvoir te voir, Thierry. Merci Christophe, malgré les problèmes techniques sur le son. En tout cas, voilà, une belle présentation. Merci encore. Et puis, avec ce petit focus sur un SRI de 2 donc pour cette SCPI philosophale et cette belle diversification. Et on ne manquera pas également de rappeler que la SCPI Grand Paris est également disponible. Merci beaucoup Christophe et à très bientôt. J'accueille désormais Jean-Baptiste Audin. Bonjour Jean-Baptiste. Il faudrait que tu mettes en place ton micro. Voilà. Bonjour Jean-Baptiste. C'est chose faite. Voilà, parfait. Bonjour Thierry, bonjour. Merci beaucoup. Donc Jean-Baptiste Audin pour Amundi Immobilier, donc responsable du pôle actifs réels et alternatifs. Ça, c'est un joli terme. Et dans ces temps-là, c'est on ne peut plus important. Quelques mots sur Amundi Immobilier.
Très bien. Bah alors déjà, merci Thierry et merci à toutes les équipes ainsi qu'Ingrid pour cette proposition et puis pour la chance de pouvoir vous présenter un peu notre vision et notre évolution dans ce contexte tout à la fois inédit et compliqué, je pense pour la majorité d'entre nous. Simplement, Amundi Immobilier, on est aujourd'hui à 37 milliards sous gestion, ce qui nous positionne comme étant la plus grosse société de gestion en fonds immobiliers en France. Alors, les classements, c'est bien. L'intérêt d'être la plus grosse société de gestion, c'est simplement que ça nous permet d'être visible et donc de pouvoir investir au mieux aujourd'hui sur les marchés en France et en Europe, parce qu'on n'est pas tout seul à investir et parce que vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir investir les collectes qui arrivent peut-être à des niveaux moindres avec le contexte actuel, mais qui continuent d'arriver dans les fonds de manière importante. Une centaine de fonds gérés au sens très large, et 22 milliards de transactions sur les 5 dernières années. On est aujourd'hui dans un contexte évidemment de marché immobilier qui a énormément de flux, une très grosse dynamique, mais c'est quand même des niveaux assez élevés de transactions. Voilà un peu pour le cadre. Alors, quels sont les éléments marquants, quels sont les faits saillants que l'on pourrait retenir du côté d'Amundi de par ces dernières évolutions sur le marché? Qu'est-ce qui sort du lot? Effectivement, Thierry, si on regarde sur les 12 derniers mois, disons sur la fin 2019, début 2020, déjà quelques acquisitions intéressantes. On a toujours un rythme, je vous le disais en introduction, d'acquisition qui est quand même assez important. Des acquisitions à la fois diversifiées typologiquement et diversifiées également en termes de géographie. Si on regarde sur les dernières acquisitions, on a un portefeuille de commerce à Lyon, qui est supérieur à 800 millions d'euros, par exemple, qui a été fait sur la fin 2019. Une acquisition en Pologne également, à Varsovie. Donc là, c'est très récent, un immeuble de bureau. Donc là, on est sur du prime. Si on sort de nos frontières, on est plus que jamais sur du bureau prime et des stratégies core. La Tour Majunga à la Défense, ou encore plus récemment, un actif, encore une fois, de bureau à Barcelone, qui nous permet d'avoir, en parallèle d'un actif qu'on a déjà à Madrid, un deuxième pied sur le marché espagnol et donc de continuer la diversification. Un deuxième événement majeur, une nouvelle offre qui vient s'ajouter dans l'offre Amundi Immobilier en parallèle des SCPI et de l'OPCI, c'est une SC à capital variable, une société civile qui s'appelle Tangram, donc vraiment une offre dédiée aux assureurs et qui vient compléter en fait les produits actuels. Et puis enfin, la troisième information, qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui est sans être systématique, évidemment, qui est plutôt en lien avec les typologies d'actifs qu'on a dans nos SCPI, des actifs qui se sont valorisés lors des dernières expertises et qui ont conduit donc à une hausse du prix de part, par exemple de 2% sur Rivoli fin février. Donc, vous voyez, c'est un peu l'effet marquant et la situation dans laquelle on était avant la survenue de cette crise dont on va parler. Alors justement, crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise immobilière ou pas? Alors, crise sanitaire, c'est certain. Crise économique, ça le devient. On se rend compte, évidemment, mécaniquement, ça touche à l'économie. Crise financière, non. En tout cas, ce n'est pas sa forme par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et par contre, une crise sanitaire qui est intervenue dans un marché immobilier, et ça, c'est entre guillemets notre chance aujourd'hui pour tous les acteurs, qui est arrivé dans un marché immobilier qui était particulièrement sain. On avait une offre qui était quand même stable. On avait des primes de risque qui étaient particulièrement alléchantes aujourd'hui pour la classe d'actifs. On avait également des mesures d'accompagnement qui étaient très faibles sur les immeubles, les actifs prime. Donc, un marché immobilier qui était plutôt en très bonne forme. Simplement, la survenue de ces crises fait qu'elle touche évidemment le secteur immobilier, mais elle le touche différemment suivant les typologies d'actifs. Évidemment, les immeubles, les actifs bureaux en immobilier d'entreprise seront touchés indéniablement, mais dans une bien moindre mesure, selon nous, que des actifs, par exemple, de commerce ou d'hôtellerie qui, ça ne vous a pas échappé, mécaniquement sont beaucoup plus exposés aujourd'hui. C'est le cas des commerces non alimentaires, sont malheureusement touchés directement. Donc là-dessus, c'est un peu notre vision. Sachez que nous, dans nos fonds, on a toujours eu, et ça c'est le stock historique et c'est encore la volonté aujourd'hui, d'avoir recours à du commerce, à de l'hôtellerie pour l'investissement, mais en diversification. Ça représente aujourd'hui moins de 20% de nos portefeuilles. Il empêche que ces 20% seront impactés à différents degrés, évidemment, suivant le type de locataire que vous avez en commerce, mais ils seront impactés. Et donc, on a mis en place là-dessus des simulations qui nous permettent justement de faire en sorte de nous adapter à cette situation difficile
Et encore une fois, à essayer de pouvoir apporter à nos clients un lissage des revenus ou en tout cas une stabilité, une résilience qui soit la meilleure possible, ce qu'on espère, et qui doit normalement en plus être caractéristique des produits immobiliers tels que les SCPI. Donc, ces stratégies d'adaptation, c'est par exemple un lissage qu'on observe qu'on voudrait faire cette année sur les acomptes prévisionnels. Plutôt que distribuer la totalité du prévisionnel, par exemple, sur 1-2 trimestres, on préfère diminuer sensiblement la distribution par rapport au prévisionnel chaque trimestre pour que, à l'aune de l'année 2020 et au moment de fixer le dividende, eh bien là, voilà, on soit lissé et on ait quand même un dividende qui reste correct plutôt qu'avoir des soubresauts. Alors, rapidement, rappelons peut-être le style et le process de gestion donc chez Amundi et ce qui va s'illustrer par l'OPCI juste après. Tout à fait, Thierry. Effectivement, alors le style de gestion, c'est du core plus. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est pour nous ce qui est gage aujourd'hui de résilience. Et c'est les stratégies qu'on considère comme étant les plus prudentes de notre part dans le contexte actuel, sur des actifs prime, donc dans l'immobilier d'entreprise, essentiellement bureaux, pan-européens. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'on le voit par exemple dans les remontées de loyers ou dans les questions qu'on a de la part de nos locataires. Eh bien, nous observons aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de demandes d'aide sur les locataires commerce sur la France que sur l'Europe. Non pas que les autres marchés européens soient épargnés, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des demandes un peu plus fortes. Donc, la diversification a de l'intérêt. Je vous le disais à l'instant, tant typologique. C'est intéressant d'avoir évidemment une majorité de bureaux, c'est notre ADN, mais c'est intéressant aussi d'avoir du commerce, de l'hôtellerie. Même aujourd'hui, ça reste intéressant, peut-être d'aller également sur de la logistique pour diversifier. Et diversification européenne, eh bien, via notre puissance de sourcing à l'international. On repose en fait sur l'image Amundi pour les invests Amundi Immo. Et donc, ça veut dire de se baser sur la visibilité, sur la taille. Et en fait, une stratégie, je vous le disais, qui est basée donc, pour conclure sur ce point, une résilience autant que possible des revenus. C'est ce qu'on essaye de faire sur nos SCPI, sur l'OPCI, sur les 7 grammes. Une politique d'investissement ESG qu'on améliore, qui se renforce. Et enfin, une attention effectivement particulière portée à la liquidité. Alors, je vous parle de liquidité sur des produits illiquides. On est d'accord. Mais on cherche quand même à optimiser et à surveiller surtout la liquidité dans cette période où vous avez des collectes peut-être moindres, toujours pas de sortie, à des niveaux supérieurs à ce qu'on observe, mais il faut quand même y être attentif. Et sachez que les équipes chez Amundi surveillent le sujet tel que le lait sur le feu. Alors, j'imagine. Donc, parlons maintenant donc du support au Pessimo, donc qui fonctionne très bien. Donc, on a référencé, nous, je crois, dès le début. On y croit pas mal. C'est un bel élément, un beau véhicule de diversification. Quelques mots là-dessus. Tout à fait, Thierry. Merci pour ces précisions. Effectivement, c'est un véhicule déjà qui commence à avoir un historique intéressant parce qu'on créé en 2011, on commence à avoir un track record plutôt intéressant, en tout cas pour jauger de sa performance. On commence à avoir un peu de recul. L'OPCI Opsimo, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est 8,6 milliards d'encours. Donc, c'est le plus gros de la place. C'est aussi un des plus anciens. Donc, c'est le bénéfice de l'âge, j'ai envie de dire. Un fonds qui est investi sur de l'immobilier de bureau pan-européen. Jusque-là, ce n'est pas un scoop et c'est encore une fois ce qu'on sait faire dans nos fonds. Par contre, il ne s'ouvre pas à l'Europe. Il est, depuis sa création, pan-européen. Et nerf de la guerre en ce moment, c'est surtout comment s'est comporté ce fonds dans le contexte actuel. On observe qu'évidemment, il n'est pas sous une cloche, il n'est pas totalement déconnecté ou décorrélé de l'actualité, du contexte qu'on vit, mais on a une performance depuis le début de l'année de moins 1,56%. Donc, un fonds qui se maintient, on aimerait qu'elle soit supérieure, mais un fonds qui en tout cas se maintient aujourd'hui au vu du contexte, et une performance depuis son lancement de 3,51% net annualisé. Donc, on a vraiment dans ce fonds de l'immobilier du financier. Et donc, c'est je dirais la proportion d'immobilier aujourd'hui qui représente quasiment 60% du portefeuille. Eh bien, c'est cette proportion d'immobilier qui permet de maintenir une performance en tout cas correcte au vu de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur d'autres classes d'actifs. Et on travaille encore une fois à renforcer cette partie IMO dans l'OPCI. D'accord. Et donc, ça se met en place comment, si j'ose dire, dans les allocations d'actifs? Un OPCI?
Non, non, mais qu'est-ce que vous observez dans les allocations d'actifs en Ah général oui. sur les proportions peut-être de cette OPCI? Bah, globalement, hein, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les marchés actions sont les plus directement touchés hein, par la crise qu'on observe et par les mouvements de marché qui sont particulièrement élevés, la volatilité qui est très élevée. Dans un OPCI, bah, la poche action que vous pouvez potentiellement avoir, ce sont des foncières cotées. Les foncières cotées, c'est des sociétés type Gessinac, Clépierre, Unibail. On en avait historiquement, il y a plusieurs années maintenant, aux alentours de 8-10%. On avait diminué fin 2018 début 2019 le poids pour être sur un rythme de croisière à 5%. Aujourd'hui, on a décidé, en accord avec nos scénarios et la recherche Amundi globale, Amundi AM, eh bien, de diminuer le poids des foncières cotées à moins d'1% au profit de la poche immobilière qui se renforce parce qu'on considère pour deux raisons. D'une, que un EPCI, c'est quand même un fonds immobilier. Donc, on préfère renforcer cette poche d'immobilier direct. Et deuxièmement, on se rend compte dans l'attribution de performance eh bien, que c'est la poche qui contribue le plus à la performance. Et donc, on l'a fait augmenter pour rester à un rythme de 60% environ sur l'immobilier de bureau pan-européen. Le reste du portefeuille, ce sont des obligations avec une sensibilité très faible, inférieure à 1, et du cash. Le cash étant en fait une sorte de zone tampon avant les investissements. Le fonds est en totale capacité d'investir depuis son lancement et sur les dernières années. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cet Merci éclairage Thierry. donc, sur l'OPCI, OPCIMO. Grand Donc plaisir. on va passer, on a un petit souci de connexion avec Vanessa Rodriguez donc, de la société Turgot pour nous parler de la SCI Via Génération. Alors je vais très humblement et très modestement tenter de la remplacer. Évidemment, ça sera avec beaucoup moins de qualité et si elle nous rejoint en cours de route, nous la connecterons donc au fil de l'eau. Donc je vais essayer de faire au mieux sur cette présentation. En tout cas, donc, elle nous avait déjà envoyé donc, les différents éléments. Alors, vous n'avez pas tout perdu, vous avez sa photo. Et si je peux me permettre, Au revoir, au revoir, je me déconnecte. Oui, Ingrid. Grégory va faire la présentation pour D'accord. la société suivante et on reprendra Turgot à la fin. Ok, on va enchaîner avec Merci. Grégory. Bonjour Grégory, et je remercie Ingrid qui est en Salut, backup. Thierry. Donc Grégory Motrel, donc, directeur des partenariats grands comptes de chez Perial. Donc ça nous permet aussi de rattraper un petit peu le retard qu'on avait entamé. Donc Grégory, malgré la densité de choses que vous avez à nous dire, on va essayer Oui, de faire relativement court. Alors on quelques est mots sur d'accord. Perial que l'on connaît, mais bon, c'est toujours intéressant de rappeler les grands éléments. Oui, effectivement, merci Thierry pour cette invitation. Alors concernant Perial, il faut savoir que c'est aujourd'hui la société la plus ancienne du marché, puisqu'elle a plus de 50 ans. Elle a été créée en 1966 et c'était lié à la première SCPI qu'on avait créée, qui est aujourd'hui sous l'appellation de PFGP. En termes de nombre de fonds gérés, nous avons 3 grands fonds grand public qui sont 3 SCPI, et pour le reste, ce sont des fonds à destination des institutionnels. Nous gérons un encours global de 4,3 milliards et pour les CPI, ça représente à peu près 4 milliards d'euros aujourd'hui sous gestion. Ça représente ainsi plus de 500 immeubles, plus de 1000 locataires et plus de 40 000 associés. Alors, quels sont les faits marquants du côté de Perial sur l'année 2019, peut-être aussi le début de l'année 2020, puisqu'il y a eu quand même eu des soubresauts. Quelles sont les conséquences sur l'immobilier? Oui, on est resté sur la même dynamique, exactement. Ouais. 2019, c'est une année historique, on va dire, de toute façon, pour les CPI, de façon générale. Hein. On a collecté, toutes les sociétés de gestion, on va dire, ont collecté près de 10 milliards d'euros. C'est colossal. D'un côté, ça installe aussi la SCPI comme allocation non plus marginale auprès des épargnants, mais réellement de diversification. Donc, ça permet aux SCPI de prendre une réelle place, on va dire, dans le milieu de l'épargne et de la captation de l'épargne des Français. Concernant Perial, nous avons collecté 540 millions d'euros en 2019, ce qui correspond à une croissance par rapport à 2018 de 51%. Et puis, sur le premier trimestre 2020, on a ressenti la même dynamique, hein, évidemment, avant la crise, puisqu'on a collecté à peu près plus de 200 millions d'euros. Et oui. Non. Je poursuis. Oui. Alors, et puis, bon, autre fait marquant, c'est que nous, qui dit collecte ne dit pas spécialement dilution, puisqu'on a poursuivi la hausse, la croissance de la distribution de dividendes auprès de nos clients pour la 3e année consécutive, ainsi que revaloriser les prix de part, puisque évidemment, nous sommes dans un contexte immobilier plutôt porteur, certes en haut de cycle,
mais qui profitent évidemment sur la relation de nos patrimoines. Donc, accompagner, coupler, ces deux éléments couplés, l'appréciation aussi se fait sur nos TRI, puisque aujourd'hui, ils s'échelonnent, on va dire, entre 4,61 et 6,91%. D'ailleurs, pour PFGP ou PFO, nous sommes sûrement sur les plus gros TRI pour les capitales variables actuellement sur l'année 2019. Et puis, je finirai sur les investissements. On a réalisé quand même 725 millions d'euros d'investissements, dont 60% en Europe, ce qui est le gage de notre performance aussi financière, outre l'amélioration des taux d'occupation. Alors rapidement, quelques éléments sur la situation actuelle et surtout les perspectives, mais rapidement. Oui, rapidement, évidemment, j'en ai mis beaucoup, mais il faut savoir que la crise est assez inédite. Hein, elle touche non pas uniquement nos modes de vie, mais aussi l'économie de façon générale, et par ricochet donc nos locataires dont leur secteur d'activité est impacté. Bon, évidemment, tous les secteurs, tous les domaines d'activité ne sont pas impactés de la même manière, ni même les secteurs géographiques. Hein. Mais de toute façon, nous, on s'est obligé, on va dire, ou même naturellement, on a mis en place un plan, on va dire, un plan d'accompagnement des locataires sur mesure, afin de les accompagner dans cette crise, afin de ne pas les léser, évidemment, au vu du contexte, mais aussi de maintenir les intérêts de nos clients épargnants. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis en place, pour les locataires qui font la demande, d'adapter nos mesures d'accompagnement à chaque profil et à chaque situation financière qui le demandait. Donc, à titre d'exemple, par exemple, sur PFO2, nous avons reçu 26% de demandes de mesures d'accompagnement, mais réellement, les mesures liées aux suspensions, aux refus de payer ne représentent même pas 5%. C'est surtout de passer un échelonnement mensuel ou de négocier sur d'autres éléments. D'ailleurs, en termes de recouvrement de loyer, aujourd'hui, le premier trimestre s'est fait à 97% sur PFO2 et nous sommes, même si on n'est pas sur le même recouvrement que le deuxième trimestre 2019, nous sommes quand même à plus de 40% de recouvrement, donc ce qui fait que nous allons poursuivre les perceptions de loyer et continuer à distribuer du dividende cette année. Hein. Ce qui est une bonne nouvelle, en effet. C'est une nouvelle, d'ailleurs, en gros. Oui, vas-y. Ouais. Non, une bonne nouvelle. Et oui, effectivement, c'est forcément ce qu'on attendait et avoir justement cette visibilité ou cette tendance sur les loyers à venir. Alors, rapidement, sur le style et le process de gestion. Donc, on connaît la capacité d'innovation, on connaît le degré d'expertise. C'est quoi maintenant les faits marquants pour Perial, dont on sait qu'elle est toujours avant-gardiste? Exactement, comme tu le dis, l'innovation, on a également, c'est le fait qu'on internalise toutes les fonctions immobilières, on est présent sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, donc ce qui permet d'avoir une expertise sur le sourcing, sur l'exploitation, sur les acquisitions, les cessions. C'est assez rare aujourd'hui, donc on a une capacité d'adaptation et d'évolution face au marché immobilier, mais aussi à ses différentes mutations. C'est pour ça qu'on a pu adapter, réorienter les stratégies de PFGP pour qu'elles soient beaucoup plus focalisé sur le Grand Paris, PFO qui est allé chercher des actifs alternatifs pour la rendre beaucoup plus diversifiée, évidemment PFO2 qui a pu adosser à une stratégie d'acquisition de bureaux une politique on va dire de démarche volontariste en termes de réduction des économies d'énergie. Et ça, c'est totalement encore unique aujourd'hui, puisque nous allons même créer un nouveau produit qui ira vers la décarbonation de son patrimoine. Voilà ce qui fait réellement aujourd'hui les valeurs et les caractéristiques propres de Perial sur le marché de l'immobilier et aussi sur le marché des fonds immobiliers. Alors, un focus sur ce véhicule qui est PFO2, donc parce que vous avez choisi de mettre plutôt le focus sur PFO2 plutôt que Grand Paris, mais on sait que Grand Paris aussi fait partie de votre escarcelle. Donc, les éléments caractéristiques essentiels à connaître sur PFO2. Alors aujourd'hui, et puis ça va rejoindre évidemment le contexte actuel, nous sommes positionnés, c'est une SCPI qui est dans le top 10 des capitalisations. Elle fait pratiquement 2,5 milliards aujourd'hui, donc ce qui fait qu'elle a des fondamentaux solides. Elle est constituée à plus de 90% de bureaux, mais aussi localisée sur des grandes métropoles, à 95%. Donc dans des bassins d'emploi forts et qui aussi sur on va dire, qui bénéficient d'une activité économique dynamique sur ces emplacements ou sur ces zones, on va dire, où sont situés ces immeubles. Donc ça, c'est un élément important en termes de résilience de ces valeurs
locatives et de ces valeurs foncières pour l'avenir et pour le contexte actuel. Donc le taux de distribution correspond, il est aussi plus fort, on va dire, que le benchmark actuel que les CPI de bureau, puisqu'on est à 4,61 contre 4,30, 4,40. Nous avons un taux d'occupation, on va dire, financier et même on va dire au réel qui est au-delà de 94%. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de connaître aussi ces ressources en termes de capacité d'amortir la perception des loyers futurs, puisque nous avons un report à nouveau qui correspond à 45 jours de distribution. Bien. Merci beaucoup Grégory pour tout cet éclairage, la vision globale à la fois des perspectives de la maison et du fonds. Donc j'ai plaisir désormais à accueillir Sonia Fendler donc, de Altixia. Donc, bonjour Sonia, je ne sais pas si vous nous entendez. Je vous entends Thierry, bonjour. Bonjour à tous. C'est parfait, pardon, je suis allé un peu vite. Bonjour Sonia, donc ravi de pouvoir vous accueillir lors de ce e-forum. Donc quelques mots sur cette maison que vous avez récemment intégrée, que vous avez déjà modifiée dans ses, dans ses fondements, dans ses fondamentaux. Quelques mots sur la maison que tout le monde ne connaît peut-être pas encore tout à fait bien. Alors, Altixia est une société de gestion qui a été créée en 2015, mais qui a une activité grand public qui n'existe que depuis décembre 2018, puisque justement, je suis arrivée pour développer cette activité grand public. Donc, activité grand public veut dire solution grand public. C'est pour ça que nous avons lancé 2 SCPI de rendement en mars 2019 et un OPCI grand public, création de valeur, en décembre 2019. Malgré tout, nous sommes une grosse, entre guillemets, société de gestion puisque nous gérons 406 millions sous encours à fin 2019, l'activité grand public récente ne faisant que 67 millions. Aujourd'hui, si on regarde notre activité grand public, elle est essentiellement dans la commercialisation directe auprès de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, libéraux, pardon, excusez-moi, et d'assureurs, c'est les 65% institutionnels que vous pouvez voir sur la slide, puisque de par mon parcours assurance vie, j'ai voulu rendre éligible de suite les 2 SCPI sur l'assurance vie. Aujourd'hui, nous avons une équipe commerciale de 2 personnes, donc Frédéric Attard, qui est un ancien directeur commercial généraliste sur le Sud, et Charlotte Habib, qui est notre responsable des partenaires. Nous sommes 13 collaborateurs avec des expertises qui viennent du monde de l'immobilier, puisque nous avons 3 personnes de la Française des placements, le fund manager, le directeur de la clientèle et la directrice juridique. Le directeur des investissements vient de chez Parev et nous avons 3 personnes qui viennent de la foncière, qui était à l'origine actionnaire majoritaire de la structure. Voilà un peu le panorama de la nouvelle société de gestion qui est arrivée récemment sur le marché. Donc de belles expertises embarquées en effet. Alors quelques mots peut-être sur les faits marquants de 2019 et de ce début d'année, puisque donc il y a des choses à raconter. Alors, c'est vrai qu'en 18 mois, on a été très, très vite, puisque outre donc la création de ces fonds, on a eu la chance d'avoir l'agrément d'Altixia Commerce au sein des contrats d'assurance vie AGAS. Donc, on en est ravis, puisque c'est une SCPI qui est tout à fait opportun dans les contrats d'assurance vie, notamment du fait que c'est une CPI avec des frais de souscription extrêmement réduits, puisqu'on est à 2,50 hors taxe et qui autorise une rémunération sur encours. Donc, avec un DVM 2019 de 6,28, donc très significatif. Je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas la même chose en 2020, mais on va y venir tout à l'heure. Et surtout, un report à nouveau que je ne compte pas en jours, que je compte en mois, 5 mois, donc qui était extrêmement significatif. Et nous avons déjà 6 actifs immobiliers, donc éligibles en assurance vie au sein des contrats d'assurance vie AGAS. Le deuxième fait marquant pour nous, c'est donc le lancement de l'OPCI Altixia Valeur. Donc un OPCI grand public, bien entendu éligible également à l'assurance vie, que nous avons lancé en partenariat avec Edmond Rothschild sur la partie financière, qui n'est pas encore ouverte sur la partie financière, puisque nous avons 3 ans pour atteindre nos ratios 65% immobilier et 35% financier. Donc aujourd'hui, 100% immobilier, et avec la particularité que nous allons y mettre essentiellement des actifs dits création de valeur. Ça veut dire des actifs en VFA, en BFA, en cours de construction, à restructurer. Donc, un véritable objectif de capitalisation. En fait, on rend accessible l'activité institutionnelle, l'immobilier institutionnel au grand public. Et on a d'ores et déjà acheté 2 hôtels, 3 et 4 étoiles à Tours, qui sont en cours de construction, donc qui n'ont pas de problème de rempli ou pas rempli, ouvert, pas ouvert. Ils sont en cours de construction.
Mon troisième Ils vont être ouverts au point, bon moment. oui, ils seront ouverts au bon moment. Voilà, tout à fait. Et en plus en France, donc il pourra accueillir effectivement les Français qui auront peu l'occasion de voyager dans les mois à venir, je pense. Et enfin, le dernier point, c'est le début de notre démarche RSE-ISR, puisque j'y suis très sensible. Nous avons changé l'actionnariat d'Altixia, puisqu'aujourd'hui, 4 des collaborateurs sont actionnaires majoritaires de la structure et la foncière et son dirigeant ne sont plus qu'actionnaires minoritaires. Et l'objectif, c'est de rentrer petit à petit l'ensemble des collaborateurs actionnaires au capital d'Altixia. Donc, une véritable aventure entrepreneuriale avec une vraie partie prenante des collaborateurs. Alors, le décor est bien planté. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait? Et comment on analyse la situation et quelles sont les perspectives? Alors, j'avoue que c'est une aventure entrepreneuriale tonique, puisque ce genre d'aventure, ce n'est pas une aventure, c'est un vrai sujet qui a des impacts extrêmement forts. À date, à l'instant T, l'immobilier est plus préservé, je pense, que d'autres activités. Maintenant, ce qu'on peut voir, ce qui est important, c'est surtout la situation locative. Et c'est là où, chez Altixia, on est ravis d'avoir gardé en interne notre asset management property, du fait justement de l'importance d'avoir une proximité forte avec nos locataires. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a des locataires qui acceptent le report de leur loyer. Nous en avons certains où nous avons d'ores et déjà accompagné sous forme de franchise de loyer. Et généralement, on leur demande en contrepartie de rallonger la durée ferme des baux, ce qui est important ensuite pour la valorisation demain des actifs immobiliers. On a également des décalages de livraison de nos actifs en construction, même si les promoteurs commencent à nous dire qu'ils redémarrent déjà doucement. Donc, on a déjà des chantiers qui commencent à redémarrer. Ce qui est important à voir, c'est que souvent les gens se disent c'est que les commerces qui sont impactés. En fait, on a la nature humaine dans toute sa splendeur positive ou négative. Vous pouvez avoir des grosses franchises, des grosses structures qui vous disent je ne paye pas, voire des bureaux qui vous disent je ne paye pas, et les petites qui font des efforts. Donc, l'important d'avoir vraiment cette proximité avec les locataires, pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qu'on a commencé depuis le début du mois d'avril et ça se passe plutôt très bien avec les locataires. Alors en fait, ce qui va avoir le plus d'impact sur le rendement potentiel de 2020 de la SCPI, en fait, ce n'est pas le paiement de ses loyers, même si ça va avoir un impact, c'est le planning potentiellement décalé des investissements immobiliers. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Donc on a continué à poursuivre nos investissements pendant le confinement. On a dernièrement acheté des bureaux. Là, on continue, on va acheter un commerce. On a acheté un commerce la semaine dernière. C'est important et vraiment à la sortie du confinement, il va falloir continuer nos investissements. Et là, on va avoir la chance d'être une petite société de gestion. Donc tout nouvel investissement potentiellement pourra profiter d'une baisse des valorisations et ce sera extrêmement relutif sur nos actifs. Donc, on s'engage puisqu'on a fait des simulations et nous, on veut parler en termes de taux potentiel de rendement pour les épargnants en 2020. Aujourd'hui, notre premier trimestre, l'encaissement s'est très bien passé. Nos simulations sur aujourd'hui, sur la base d'un confinement limité au deuxième trimestre 2020, fait qu'on arriverait malgré tout sur Altixia Commerce à donner un rendement prévisionnel de 5 net, tout en gardant un niveau de report à nouveau très significatif puisqu'il sera encore de 3 mois. Donc vraiment, l'idée, la dépense des 2 mois de report à nouveau est avant tout pour couvrir les franchises de nos actifs en cours de construction et c'est vraiment de donner en rendement ce que l'on va percevoir de nos locataires. Donc un rendement à 2020, certes l'année dernière 6,28, mais ça reste un rendement largement au-dessus du marché. Alors justement, comment faites-vous ça? Quels sont les éléments clés du style et du process de gestion adopté pour Altixia Commerce? Donc on connaît la cible, mais plus en détail donc le process. Alors, le point clé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'asset management property intégré. Donc, c'est quand même 3 personnes chez Altixia sur 13 personnes, mais on voit bien que c'est tout aussi important actuellement dans une situation compliquée d'avoir la proximité avec les locataires et également quand vous achetez des actifs en cours de construction, d'aller chercher des nouveaux locataires et on a une efficacité de la commercialisation qui est extrêmement forte. Donc, ça, c'est pour moi un point clé dans la gestion. Après, on est un peu atypique puisque dans nos actifs, on cherche à mettre beaucoup d'immeubles en construction, en cours de location, des immeubles neufs, puisqu'aujourd'hui, plus de 70% de notre actif SCPI est en construction ou des immeubles neufs. Ce qui a plusieurs avantages. 1, vous avez un potentiel de création de valeur. 2, vous êtes sûr que vous n'avez pas de travaux pendant 10 ans. Voilà, et c'est des actifs qui sont extrêmement appréciés de la part des nouveaux locataires.
On veut malgré tout rester une SCPI extrêmement patrimoniale. Donc, dès le démarrage de notre lancement, on a toujours dit que notre rendement serait entre 5 et 6, même si on avait donné du 6,28 l'année dernière. Donc, on va vraiment chercher des actifs de petite moyenne taille. Déjà, il y a moins de SCPI qui vont faire de la concurrence puisque c'est beaucoup de travail. C'est le même travail pour 1 million ou 20 millions. Et on fait vraiment un mix d'actifs parisiens, d'emplacements de qualité et d'actifs avec des meilleurs rendements. Donc, on peut avoir plusieurs commerces parisiens qui nous rapportent du 4%, 4,5%, et des actifs en région toujours bien placés, l'emplacement, où on va être au l'ordre de 6, 6,50. Donc, on veut vraiment sécuriser les actifs, on reste patrimoniaux. Après 25 ans d'assurance vie, je ne pouvais rester que patrimonial. Et alors, ce que je demande également à notre directeur des investissements, c'est à chaque fois, avant d'acheter, on se pose la question, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de cet actif? Si on n'a pas la réponse, on ne l'achète pas. Ça veut dire que dans 10 ans, c'est quelque chose qui ne vaudra rien ou pas grand-chose, et donc ça va pénaliser les SCPI. Après, petit nouveau, on a vraiment voulu se différencier sur la transparence. Nous sommes la seule société de gestion aujourd'hui à communiquer systématiquement au grand public et aux partenaires sur les rendements des actifs qu'on achète, le montant et le rendement, transparence sur les frais, transparence sur les problèmes qu'on peut rencontrer, transparence vraiment à tout crin. Pédagogie, on fait une minute pédagogique sur nos bulletins trimestriels pour vraiment expliquer aux clients, voire aux distributeurs, ce que c'est que le report à nouveau, qu'est-ce qu'une valeur de réalisation, qu'est-ce qu'une valeur de reconstitution. Et non anodin, le digital, et on le voit bien aujourd'hui, on continue à avoir des souscriptions chez Altixia encore aujourd'hui parce que nous sommes totalement dématérialisés. Signature électronique, souscription avec mandat de prélèvement. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est clé, ce qui n'empêche pas l'humain. Donc, il y aura toujours quelqu'un au téléphone. Mais voilà, on se différencie beaucoup sur ces trois items. En tout cas, Sonia, transparence, pédagogie et digital, voilà trois éléments qui vous caractérisent ô combien. Alors, juste pour conclure, donc, les caractéristiques d'Altixia Commerce, s'il vous plaît. Alors, commerce, pourquoi commerce? Parce que justement, il y avait un commerce bashing et encore aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions sur le commerce. Donc, on est extrêmement sélectif sur le commerce. Donc, on va chercher des commerces de pieds d'immeubles, des pharmacies, des boulangeries. D'ailleurs, on a beaucoup d'actifs toujours ouverts de ce point de vue-là. On va chercher également la logistique du dernier kilomètre. Donc là, c'est vraiment des entrepôts de périphérie de ville. Et on s'était démarqué jusqu'à présent sur des actifs aussi beaucoup orientés loisirs. Parce que même si vous achetez sur Internet, voilà, vous allez vous distraire dans des trampolines, des basic fit, etc. Alors, certes, aujourd'hui, ils sont fermés, mais je vous promets qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de réouvrir et qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller se distraire après 2 mois de confinement. Donc, vraiment, orienté commerce. Par contre, sa particularité, c'est qu'elle est à frais extrêmement réduits puisqu'elle a 2,50 hors taxe de frais avec une rémunération sur encours. Donc, ça reste très, très intéressant, notamment en direct pour les gens qui ne voulaient pas vendre avec des frais et en assurance vie. Donc aujourd'hui, si on regarde dans AGAS, dans le contrat d'assurance vie AGAS, le 6,28, ça équivaut à 4,54 net de tout frais, y compris 1% potentiellement de frais de gestion d'assurance vie. Donc 4,54 dans l'assurance vie, c'est quelque chose qui est quand même très significatif aujourd'hui, c'est important. Et une capitalisation au 31 mars, je vous rappelle, elle a été créée en mars 2019, donc en un an, elle est déjà à presque 32 millions. Merci beaucoup Sonia, et je rappelle en effet qu'Altixia Commerce est présent à la fois donc en direct et dans nos contrats d'assurance vie. Merci beaucoup. Je reviens sur Vanessa que je remercie d'avoir patienté, mais bon, je crois qu'on a eu quelques petits problèmes de connexion, donc je me remets sur la présentation de Turgot. Bonjour Vanessa, donc j'ai tenté, mais bon, j'ai été repris par la patrouille de me substituer à vous pour faire la présentation de Turgot, et voilà, la machine n'a pas voulu. Donc non, on est ravis que vous ayez pu vous connecter finalement. Quelques mots sur Turgot, s'il vous plaît, d'abord. Ah, on ne vous entend pas. Peut-être monter le son. Décidément, on aura des problèmes. Non, on ne vous entend toujours pas. Le son de votre PC peut-être est coupé, non? Non, ça c'est le... Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ah voilà. Ah. Voilà. C'est les écouteurs, ils ne voulaient pas marcher aujourd'hui. Bon. D'accord, bon, décidément, on aura eu quelques petits problèmes. Mais voilà, ça y est, c'est résolu. On va essayer de faire court. Turgot, en quelques mots, s'il vous plaît.
Alors, Turgot AM, petite société familiale créée en 2008. On a 11 fonds gérés aujourd'hui, 250 millions d'encours, répartis sur cible CGPI en majorité à 65% et également auprès des institutionnels à hauteur de 35%. On est 3 dans l'équipe commerciale, dont moi, et on est répartis un peu partout sur la France. Et malgré tout très présent, donc bravo. Quels sont les faits marquants pour Turgot sur cette année 2019 et ce début d'année 2020? Donc évidemment, crise aidant, Alors, ça ouais. rebat les cartes. Exactement, c'est une année très importante pour nous parce qu'on existe depuis 3 ans sur la SCI Via Génération, fonds sur lequel je vais insister aujourd'hui. En printemps 2019, du coup, on a été proposé en unité de compte dans les contrats d'assurance vie et CAPI de nos associés, dont AGAS en fait partie, ce qui a donné un petit flux supplémentaire puisque maintenant on a des collectes quand même à hauteur de 7 millions par mois depuis le début de l'année versus 4-5 millions en 2019 et on n'est pas loin des 90 millions d'encours aujourd'hui sur la SCI Via Génération au premier trimestre. Sur la place de la SCI, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On est encore une fois, pour la 2e année consécutive, l'une des meilleures SCI du marché grâce à nos taux de rendement que vous voyez apparaître, 6,42 en 2018, 6,73 net de frais en 2019. Et on a le plaisir effectivement d'avoir eu le label Esport 2020 SCI. Donc on espère faire aussi bien en 2020 grâce à Good for Money. On peut penser justement faire aussi bien parce qu'on a atteint le point mort au niveau de la SCI, c'est-à-dire qu'il y a des revenus récurrents au sein de cette SCI et comme le business model c'est du 100% bouquet auprès achat de biens immobiliers résidentiels en 100% bouquet sans loyer, bien du coup ça nous permettrait à l'UC aujourd'hui, malgré ce contexte un petit peu particulier qu'on est en train de vivre, d'avoir toujours une performance positive et d'acquérir toujours de nouvelles acquisitions, même si effectivement les cartes sont un petit peu rebattues là, à cause du Covid et qu'en ce moment on n'a pas pu acter d'autres biens. Donc on n'est qu'à 3 biens depuis le début de l'année. Très bien. Justement, cette situation actuelle avec Covid, donc comment ça impacte? On pourrait se dire, puisque donc la SCI, avec notamment la NUPRO, pourrait peut-être bénéficier. Alors, ne voyez aucun cynisme dans mon propos de la situation actuelle. Quel est l'impact? Alors, pour l'instant, l'impact du Covid, il est assez limité. On n'a pas de risque sur les loyers. Du coup, je le disais, c'est sécurisé à l'acquisition parce qu'il n'y a pas de rente à verser à nos bénéficiaires qui sont des seniors, puisque c'est une SCI de maintien à domicile des personnes âgées. Il n'y a pas d'impact encore aujourd'hui sur le prix dans le résidentiel, comme on a pu le voir peut-être sur du bureau ou du commerce. Et dans le cas où il y aurait une baisse, bien effectivement, on n'a pas d'effet de levier. Donc, ça serait uniquement une baisse sur la nue propriété, la valeur de la nue propriété auquel on l'achète aujourd'hui. On a eu néanmoins un impact important quand même sur la poche de liquidité, parce qu'il y a 30% qui va sur une poche de liquidité avec des comptes à terme, des obligations. Et la partie obligataire nous a un petit peu pénalisé en mars. Donc, c'est compté aujourd'hui dans la VL de mars. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est couvert depuis, mais on va dire que ça a impacté négativement effectivement notre rendement. Entre choses, les exécutions ralenties au niveau des actabilités des biens, puisqu'effectivement, nous ne pouvons pas nous déplacer chez le notaire pour signer, et quand bien même maintenant il y a une nouvelle législation pour la signature électronique, le temps que ça se mette en place, ça peut nous faire perdre un peu de temps. Donc, on va dire que ce sont ça les gros impacts aujourd'hui du Covid. Maintenant, post-Covid, on va pouvoir exécuter notre stock d'offres, puisqu'on a quand même près de 15 millions chez les notaires, donc ce n'est pas rien. Et on va pouvoir accélérer le rythme jusqu'à la fin de l'année pour atteindre notre performance cible de 5%. Alors justement, un petit rappel sur le style et le process de gestion. Tout le monde n'est pas forcément aguerri avec ce style de gestion. Quelques précisions, s'il vous plaît, Vanessa. Pour le coup, on est la première SCI en démembrement viager. En fait, on va aller sur une typologie d'investissement assez particulière puisqu'il s'agit de l'achat de nues propriétés de biens résidentiels dans le but de maintenir en fait les personnes âgées à domicile. Donc, en gros, ils restent dans leur logement. Nous, on leur achète la nue propriété en leur concédant un usufruit ou alors la pleine propriété en concédant un droit d'usage et d'habitation. Et la particularité, c'est qu'on achète avec une décote importante puisque c'est du viager et en 100% bouquet, donc il n'y a pas de rente.
Le gros de notre métier, ça va être le sourcing. Donc, effectivement, on a plus de 20 viagéristes en partenaire. Le champ de notaire, des CGP, des family office. Et notre positionnement, c'est vraiment des biens premium qu'on pourrait, que peu de personnes aujourd'hui peuvent acheter en cash. Nous, on peut acheter aujourd'hui un bien à 7 millions en cash et avec toujours au centre la règle d'or de l'emplacement, puisqu'après, effectivement, une fois que le bien est libéré, il faut soit le revendre, donc il faut qu'il soit facilement liquide, ou alors on le mettrait en location dans le cas d'un contexte de marché un petit peu compliqué. Le pricing, c'est un vrai métier. C'est là-dessus, on a deux équipes à la gestion, puisqu'il y a une nouvelle équipe qui a intégré la SCI Via Génération. Et il y a une personne qui est vraiment chargée de pricer les biens, tout en ayant un évaluateur indépendant, comme BNP Paribas Real Estate, sur la base des tables de mortalité INSEE, avec le TGF 05, TGF 05 auquel on déduit. Donc, ces rapports, en fait, à l'espérance de vie des seniors, à la valeur vénale de leurs biens et à la valeur locative de leurs biens, ce qui nous donne le prix de la nue propriété. Sans compter, de mon point de vue, qu'il y a aussi un discours social qui est de celui de maintenir les gens à domicile et qui est, par les temps qui courent, qui est assez intéressant à porter. Les retraites, elles sont malheureusement plafonnées et les services adressés pour cette typologie de clients, les seniors, sont plutôt très onéreux. Donc, effectivement, ils aimeraient bien rester chez eux, mais pouvoir aussi profiter de leur argent. Et donc, on leur permet de faire ça finalement avec la SCI Via Génération. Très bien. Quelques éléments pour conclure sur les caractéristiques de cette unité de compte Via Génération, puisque donc nous l'avons dans nos contrats en tant qu'unité de compte. Oui, l'unité de compte, du coup, c'est une SCI de capitalisation avec du démembrement, de l'achat des cotés, comme je disais, qui est à peu près à 40% aujourd'hui de décote sur des biens premium en insistant sur des zones de France type Paris, Île-de-France, également la région PACA, où nous avons des biens d'exception avec des villes effectivement qui ne font pas moins de 30 000 habitants, parce qu'il faut toujours que le bien soit extrêmement liquide dans le cas où on devrait s'en séparer. Les performances qui sont plutôt éloquentes avec des moteurs de performance, typiquement la revalorisation mécanique qui nous aide en fait à générer chaque année sans acheter de nouveaux biens et sans nouvelles collectes, qui nous aide à générer déjà 3,5% sur le rendement. Donc, c'est plutôt assez safe comme placement. Et depuis le début de l'année, on se porte plutôt bien, 0,84% au 15 avril. Et de toute façon, le rendement cible il sera atteint d'ici la fin de l'année, même si on a perdu un petit peu de temps avec le contexte de marché aujourd'hui. Merci beaucoup Vanessa pour ces différents éclairages et encore navré pour les problèmes techniques. Mais voilà, donc on va enchaîner avec Romain Debecco de Swiss Life. Pardonnez-moi, j'avance un peu rapidement sur les slides. Romain, je ne sais pas, voilà, Romain est là. Bonjour Romain. Je suis là, bonjour Thierry. On va faire un petit tour d'horizon, donc notamment en commençant par la maison Swiss Life Asset Managers. Quelques mots, quelques chiffres sur cette maison. Alors, merci Thierry. Swiss Life Asset Managers, c'est une société de gestion à part entière qui a deux métiers principaux. Le premier, la gestion de biens immobiliers pour le compte de nos clients. Et le second, la gestion d'actifs beaucoup plus classiques. Je pense à des actions et des obligations, sachant que mon discours aujourd'hui porte bien entendu sur la partie immobilière. On est un acteur immobilier de taille conséquent en Europe. On fait partie des 3 plus gros asset managers immobiliers européens. Et pour le patrimoine que nous gérons en France, on gère à peu près 18 milliards, on va dire, sachant que ces actifs sont répartis à la fois sur des clients institutionnels, qui constituent quand même, il faut le dire, le gros de notre portefeuille, mais on est en train depuis quelques temps de vraiment renforcer la distribution auprès du grand public de nos produits immobiliers, notamment avec l'OPCI Dinapierre et la SCPI Pierre Capital. Et justement, pour renforcer cette distribution immobilière, eh bien, on a une équipe de 6 personnes composée d'une directrice commerciale et d'un spécialiste produit, de 4 commerciaux sur le terrain répartis géographiquement. Alors, si on devait retenir les faits marquants du côté de Swiss Life AM sur 2019 et début 2020, c'est quoi? Évidemment, avec l'impact sur le côté ouais, immobilier. tout à fait. Le premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que en fait, finalement, notre politique, malgré le contexte, eh bien, elle reste inchangée. Notre politique sur les produits grand public, ça va être quoi? Ça va être d'abord d'avoir des portefeuilles de qualité
et véritablement avec des locataires de qualité pour fournir une performance la plus stable, la plus régulière et avec la moindre volatilité possible. Ça, c'est le premier élément à garder en tête qui est véritablement important. Deuxième élément, c'est qu'on veut construire des produits qui sont très purs et qui ont véritablement un profil immobilier. Par exemple, l'OPCI qui est d'Inapierre, et je précise que c'est véritablement bien un OPCI grand public, eh bien, on va mettre de l'immobilier plus du cash dans le portefeuille et on ne va pas aller, je dirais, polluer la performance de par la présence d'autres actifs financiers. Donc ça, c'est vraiment gage de qualité et de performance aussi. Et enfin, la preuve que tout cela fonctionne, c'est que sur 2020, eh bien, malgré la baisse des bourses mondiales, je dirais, finalement, l'OPCI d'Inapierre, lui, et qui a une valeur liquidative tous les 15 jours, donc qui a un prix tous les 15 jours, eh bien, ne baisse pas. Depuis le début de l'année, on est autour de 0 de performance. Mais quand on est un actif liquide, eh bien, dans le contexte actuel, c'est plutôt une belle performance. Alors justement, par rapport à ce contexte actuel dont vous venez de parler, c'est quoi les perspectives? On va plutôt s'intéresser, on va regarder devant, puisque sinon, Ouais. c'est toujours un peu morose. Donc, les perspectives principales pour vous, c'est quoi? Alors, les perspectives principales, dans un premier temps, c'est un constat. Le constat, c'est de dire que les valeurs d'expertise, elles, n'ont pas bougé dans un premier temps et jusqu'alors, notamment bien parce que les experts indépendants utilisent la méthode des comparables, notamment pour valoriser des biens immobiliers. Il y a peu de transactions en ce moment, donc c'est compliqué. Mais néanmoins, on est à la certitude qu'aujourd'hui, avoir des actifs de qualité, cœur de portefeuille, eh bien, fera une différence. Du côté des loyers, cette fois-ci, on a une mission et un message de bienveillance qu'on porte à l'égard de nos locataires, bien sûr en défendant avant toute chose l'intérêt de nos porteurs de parts. Et c'est pour ça qu'on a contacté la plupart de nos locataires pour savoir quelle était leur situation. Être bienveillant quand il s'agit de l'être, puisqu'on préfère aider et décaler éventuellement des loyers si ça devenait nécessaire, plutôt que de finalement étouffer une entreprise. Et dans un deuxième temps, savoir également trier le bon grain de livret, je dirais, notamment savoir trier ceux qui vont nous dire on a besoin de décaler un loyer par simple effet d'opportunisme, alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement le cas. Ensuite, on a la conviction que, comme j'ai déjà dit, c'est la qualité du patrimoine qui va être vraiment générateur de performance sur le long terme. Et là-dessus, on ne change pas notre fusil d'épaule. Et enfin, pour les perspectives, pour ce qui va se passer demain, nous, on regarde beaucoup, en fait, finalement, le niveau des taux et l'évolution du niveau des taux. Pourquoi? Pour deux raisons évidentes. La première, c'est le robinet du crédit, mais ça tombe sous le sang, je dirais, et qui est malgré tout un soutien au marché de l'immobilier. Et le deuxième élément, eh bien, finalement, c'est la prime de risque. Cette prime de risque va aller chercher les investisseurs sur les marchés. Est-ce qu'ils vont préférer aller sur de l'immobilier qui jusqu'alors rémunérait de façon sympathique avec une prise de risque minimale, ou si les taux remontent, comment vont-ils se comporter dans un contexte de taux justement où les taux remonteraient, où cette prime de risque viendrait à diminuer. Nous, on a la conviction que jusqu'alors, la prime de risque sur le marché de l'immobilier va rester véritablement attractive et intéressante. Alors pour concrétiser ce que vous venez de dire, Romain, et merci de cette analyse, quelques éléments rapidement sur le style et le process de gestion adopté pour d'Inapierre. Ouais, alors clairement, d'Inapierre, comme j'ai déjà dit, premier élément à retenir, c'est que c'est un OPCI et que c'est un OPCI grand public. Dans ce cadre-là, on va choisir des biens qu'on va qualifier de corps et véritablement cœur de portefeuille. J'illustre mes propos par un exemple. Par exemple, on va avoir notamment du bureau. Les bureaux qu'on va détenir vont être en grande majorité à Paris intramuros, notamment dans certains quartiers qu'on appelle QCA, quartier central des affaires. Donc, c'est vraiment de très belles adresses. Ensuite, on va s'assurer d'avoir une bonne diversification. Cette diversification, elle va être tant géographique, comme je vous l'ai dit au début, on est un acteur européen de taille conséquente, donc on a des centres de gestion dans bon nombre de pays limitrophes, et ça garantit un sourcing proche du terrain et un sourcing de qualité, et également une diversification par classe d'actifs, où dans d'Inapierre, eh bien, on va avoir du bureau, on va avoir du commerce, peut-être un peu d'hôtel, et finalement, on va s'assurer est-ce que nos actifs soient bien diversifiés. Et enfin, la nouvelle, et je dirais le petit changement, mais qui est que temporaire, c'est que je vous ai dit en préambule que d'Inapierre avait un profil très pur, avec une composante immobilière de l'ordre de 60% en moyenne à plein temps,
et le reste en cash. Eh bien, temporairement, on va peut-être augmenter la proportion de foncière cotée, donc des actifs qui sont en fait des actions qui représentent le marché de l'immobilier qui sont cotés à la bourse, pour profiter de leurs valeurs qui ont été extrêmement décotées dans le contexte actuel et rentrer, faire des achats à bon compte, je dirais, sur cette partie-là du portefeuille. Mais ça sera temporaire. Alors, ça se traduit aujourd'hui par ce dernier slide concernant Dinapierre. Donc, Ouais. c'est quoi ces caractéristiques? Mais il y a néanmoins quelque chose qui manque, me semble-t-il, c'est la capitalisation de la SCP, de cette OPCI, pardon. Ouais, aujourd'hui, autour de Dinapierre, on doit être à un petit peu plus de 800 millions d'euros. On a enregistré de belles collectes, notamment les 2 dernières années, avec une accélération sur 2019. Donc, Dinapierre, comme je vous l'ai dit, c'est un OPCI grand public. Je répète qu'il a une valeur liquidative tous les 15 jours. Il est donc liquide dans les contrats d'assurance vie, de capitalisation, etc. C'est également un des plus anciens OPCI du marché, puisqu'il date de 2011. C'est gage d'expérience, c'est gage de savoir-faire, qui peut être géré par un des premiers asset managers immobiliers en Europe. Et surtout, eh bien, Dinapierre, ce qui est extrêmement intéressant, je vais prendre 2 exemples, c'est la stabilité de la performance. Vous savez que 2018 a été une année extrêmement chahutée sur les marchés financiers. En 2018, sur Dinapierre, on fait plus 5,17 de performance. Donc, une année qui est particulièrement compliquée, c'est un très bon chiffre. Et en 2019, eh bien, on fait un peu plus de 5,5% également de performance. Donc, vous voyez bien que Dinapierre, une année compliquée comme une année phare sur les marchés, eh bien, finalement, on arrive à sortir une performance stable et régulière. Et vous voyez à l'écran, eh bien, les performances annualisées 3 et 5 ans qui oscillent entre 4 et 5%, ce qui est finalement l'objectif de gestion que nous nous fixons. Merci beaucoup Romain, et un EPCI qu'on a référencé donc récemment et qui prend déjà très largement sa place dans les allocations. Donc il est très, très fréquemment donc, utilisé dans les allocations. Merci beaucoup. On va passer désormais donc à notre dernier intervenant de l'après-midi. Bonjour Jean-François. Bonjour Thierry. Donc, ravi de vous accueillir donc, avec ce panel donc, lié à l'immobilier, donc avec des SCPI, des OPCI, des SCI, etc. J'allais dire, on termine presque par notre chouchoute, donc la SCPI Eurovalis et maintenant sa petite sœur Elialis, puisque donc on se connaît bien, on a l'habitude de proposer cette solution d'Advenis qui, je crois, rencontre vraiment de très grands succès. Alors, quelques mots d'abord sur la maison Advenis, s'il vous plaît, Jean-François. Bonjour Thierry, ravi d'être parmi vous déjà et de pouvoir échanger, parce que c'est vrai que cette période de confinement est pas toujours très simple pour assurer une fluidité, on va dire, commerciale avec tous nos distributeurs. Mais on se fait fort de pouvoir effectivement être présent commercialement, notamment ce genre de visioconférence. Advenisrem se porte très bien. On est à 100% en télétravail, mais à 100% au travail, dans le sens où c'est toujours un premier trimestre ou un premier quadrimestre très fort entre les conseils de surveillance, entre les préparations aux AG, entre les clôtures de comptes, entre les duplicata fiscaux qui partent cette semaine et tout début de semaine prochaine, plus effectivement la clôture des comptes, etc. etc. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup de motivation, puisque on a fait un très bon trimestre de collecte. Déjà, on avait déjà fait une très belle année 2019 et on est dans la continuité en termes de collecte sur ce début d'année, bien que le confinement commence effectivement à se faire sentir sur avril, mais on a fait certainement le meilleur mois de mars qu'on a pratiquement jamais fait en termes de distribution. Donc voilà, merci à tous parce que de votre confiance et on est ravis de pouvoir répondre à la demande de diversification des portefeuilles des distributeurs. Et merci à vous de nous fournir des solutions de qualité de la sorte. Alors, quelques faits marquants pour Advenis, enfin, du point de vue d'Advenis. Alors pour nous, c'est vraiment effectivement le fait que le produit, notamment Eurovalis, puisque c'est plus de 200 millions de collectes l'année dernière, a trouvé son marché, je pense, et répond aux objectifs et des clients et des distributeurs en termes de diversification patrimoniale. Donc ça, c'était un point fort de l'année 2019 et du début d'année 2020. On a dépassé les 500 millions de capitalisation sur Eurovalis. Donc voilà, c'est un chiffre intéressant et important pour nous. En termes de taille de SCPI. Et puis, les autres informations, c'est la première acquisition de la SCPI Elialis en Espagne, à Madrid, avant le confinement. Donc, puisqu'on a signé cet actif à Madrid avec un locataire de premier ordre, puisque c'est
c'est un groupe américain qui s'appelle General Electric, et qui donc lance notre période d'investissement sur la SCPI et l'IALIS. Et puis également, c'était les premiers investissements de la SCPI Renovalis 7, qui est une SCPI déficit foncier, qui reste une de nos spécificités aussi sur l'immobilier ancien, donc fin d'année dernière, sur des villes plutôt grandes, métropoles, puisque c'est la marque de fabrique de la société de gestion, c'est d'investir essentiellement dans les grandes métropoles européennes, que ce soit en Allemagne, en Espagne et en France, ce qui concerne la SCPI déficit foncier. Donc on rappelle, le concept d'Eurovalis, c'est l'investissement sur l'Allemagne. Le concept d'Egalis, c'est l'Europe du Sud, avec un focus aujourd'hui sur la péninsule ibérique et l'Espagne notamment. On va y revenir tout de suite. Quels éléments, comment analysez-vous la situation actuelle et qu'est-ce que ça donne comme perspective négative et positive pour les véhicules de type SCPI? Alors, sur nos SCPI déficit foncier, puisqu'on est au 8e millésime de SCPI déficit foncier, monument historique ou Malraux, on s'aperçoit qu'effectivement aujourd'hui en France, puisque là on est très focus français, on est à plus de 90% en résidentiel et grosso modo sur la 10% qui reste, on n'est qu'à 5% sur du commerce et de l'hôtellerie, le reste c'est des bureaux. Donc à ce jour, on est très peu touché, je reste prudent parce qu'effectivement on a pas encore l'ampleur de la durée, même si on a une date de fin de confinement le 11. On ne connaît pas encore la reprise et les impacts que ça va avoir sur l'économie réelle et donc sur les entreprises et donc des problématiques de chômage possibles, hein, puisque ça fait partie des problèmes qu'on risque tous de rencontrer. Donc à ce jour, en tout cas, on est très peu touché puisque les locataires ne sont pas, en tout cas le résidentiel n'est pas touché par les problématiques de commerce, d'hôtellerie et de fermeture effectivement de ces établissements-là. Donc, à ce jour, on est très peu touché. Là où on a un petit doute, donc ce n'est pas forcément sur les rendements de 2020, mais c'est plus sur les valorisations, puisque ça, pour le coup, c'est tout le marché immobilier, qu'il soit français, européen ou international, voire mondial, qui pourrait être touché effectivement par les problématiques de valorisation immobilière. Donc, à ce jour, c'est un peu trop tôt pour savoir si les valorisations des SCPI sont touchées. Sur les parties déficit foncier, il faut juste savoir que ce sont des SCPI à capital fixe, avec un horizon de placement de 15 à 18 ans. Et donc, nos premières SCPI se liquident pas avant 6 ans. Donc, c'est vrai que les crises de court terme, normalement, ne devraient pas jouer sur les problématiques de valorisation. Sur les SCPI d'entreprise, donc Eurovalis et l'IALIS, alors, peut-être bon de rappeler qu'effectivement, on est plutôt sur des SCPI purs, donc on reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est 100% bureau en tout cas. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas touché, puisqu'on a zéro de commerce et zéro d'hôtellerie dans nos sous-jacents. Et donc, on n'est pas touché à ce jour. Il faut savoir, je ferai peut-être un petit focus après sur l'Allemagne si vous voulez, mais qu'effectivement l'Allemagne se sort plutôt très bien, voire beaucoup mieux que la France et que d'autres pays d'Europe du Sud concernant effectivement et la crise sanitaire et la situation économique, puisque ça reste la première puissance européenne en termes économiques et avec un poids et donc avec une santé financière qui est un petit peu différente de la nôtre. Donc aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a eu 4 demandes effectivement de report de loyer en Allemagne, notamment le plus important, c'est une entreprise liée au tourisme, puisque c'est un des premiers voyagistes mondiaux qui est un de nos locataires. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, la situation locative a été cadrée, c'est-à-dire que les entreprises allemandes ont la possibilité de reporter 3 mois leur loyer et elles ont surtout l'obligation de rembourser ces loyers si elles le demandent dans un laps de temps entre septembre 2020 et septembre 2022 et que les propriétaires ont la possibilité d'appliquer un taux d'intérêt allant jusqu'à 8% sur ces reports de loyer. Donc c'est effectivement assez contraignant pour les locataires, mais l'État allemand a fait ça pourquoi ? Parce qu'elle soutient l'économie allemande de manière très importante, puisque c'est un plan à 750 milliards d'euros. Et donc, elle estime effectivement que les propriétaires bailleurs, enfin en tout cas les locataires, comme ils sont aidés par l'État allemand, ont la possibilité et doivent payer les locataires. Donc, effectivement, on a 4 demandes qui représentent moins de 1,6% de nos loyers annuels, donc ce qui est très peu. Et de l'autre côté, sur plus de 1% de ces loyers annuels reportés, les locataires se sont déjà engagés à nous rembourser les loyers sur 2020, c'est-à-dire entre juillet et décembre. Donc, ça a très peu d'impact. Donc, les seuls impacts qu'on a aujourd'hui, on est en train de négocier avec les locataires, c'est de l'ordre de 0,5%.
Et donc, on est assez confiant sur effectivement la résistance et la résilience du modèle SCPI Eurovalis et Lialis aussi, puisqu'on vient de lancer effectivement cette nouvelle SCPI. Alors, cette résilience dont vous parlez fort justement, donc c'est un petit peu aussi voilà, la notion structurelle de ces SCPI. Donc, quelques mots sur le process de gestion justement qui va amener à cette résilience. Alors, nous, on s'est attaché depuis l'origine à travailler essentiellement sur, d'une part, des investissements dans des grandes capitales européennes et aussi, effectivement, avec un choix qui est assez simple puisqu'on est 100% bureau, notamment sur la partie SCPI d'entreprise. C'était notre savoir-faire auparavant dans le groupe, Advenis, Innovalis, et donc du coup, on a reporté effectivement ce savoir-faire sur cette catégorie effectivement d'investissement. On est plutôt sur des approches core plus, donc ça veut dire des immeubles qui sont avec un emplacement plutôt dans les grandes villes, si je parle de l'Allemagne, plutôt en Allemagne, et Espagne c'est Madrid, plutôt avec des baux longs. Donc c'est vrai que on a une moyenne de baux qui est supérieure à 6 ans et on est en train de signer un portefeuille qui se signe compromis demain, donc même en crise, on est en train d'investir et on devrait faire 5 à 6 acquisitions avant fin juillet. Et donc, on profite effectivement de cette fenêtre de tir en Allemagne pour effectivement investir. Et donc, on a aujourd'hui des baux qui vont remonter en termes de moyenne, ce qui veut dire aussi que ces phénomènes de baux longs protègent les portefeuilles sur des à-coups à court terme et donc ont une résilience beaucoup plus forte puisqu'on a des engagements très longs avec des locataires qui ont une très bonne note financière puisque plus de 70% de notre portefeuille a des notes entre 2B+, et 3A Standard & Poor's en termes de notation financière puisque c'est essentiellement des grands groupes ou des filiales de grands groupes internationaux. Alors, ça se traduit comment, par exemple, sur Eurovalis, donc 100% Allemagne, 100% bureau, 100% propriétaire de ses actifs, et avec une cerise sur le gâteau, si vous me passez cette expression, avec donc un avantage fiscal également? Oui, dans le sens où on a distribué 4,5 sur les parts qui avaient été réactualisées puisqu'on a augmenté les parts l'année dernière. Donc, on a maintenu ce 4,5 sur des parts à 1015, net de fiscalité allemande, donc c'est le taux de distribution. Aujourd'hui, on ne va pas faire de spéculation sur le taux, mais c'est vrai que les informations qui nous arrivent de nos locataires permettent d'être assez serein sur une distribution assez importante encore cette année. D'ailleurs, on va distribuer sur le trimestre le même montant à nos associés que de l'année dernière. Et donc là-dessus, on a une assez bonne visibilité aujourd'hui. On profite, ce que je disais tout à l'heure, des conditions de marché qui sont un peu plus difficiles avec des investisseurs moins présents et surtout les banques qui ont fermé les robinets très clairement aujourd'hui au niveau des investisseurs. Nous, on avait une situation de cash assez positive, ce qui était un plus en fin d'année et ce qui nous permet aussi d'avoir des négociations un peu plus intéressantes avec les vendeurs qui, eux, recherchent des investisseurs qui sont en capacité d'acheter cash puisque les investisseurs ont du mal à trouver effectivement des acheteurs. Donc, on a d'ailleurs depuis 15 jours, 3 semaines, 2-3 opérations sur lesquelles on avait fait des propositions, sur lesquelles les vendeurs nous avaient dit que ce n'était pas suffisant. Et ils ont retoqué à la porte en disant « Est-ce que votre proposition tient toujours ?» Donc, est-ce que vous êtes capable de nous acheter nos immeubles cash ? Donc voilà, donc ça veut dire que malheureusement, j'allais dire que dans chaque crise, il y a aussi des opportunités qui se créent et voilà, si on peut effectivement en profiter pour le profit de nos associés, on va essayer de le faire. Il faut savoir saisir ces opportunités qui ne sont pas anodines, en effet. Jean-François Chory, merci beaucoup de ce dernier éclairage sur cette CSCPI donc, du groupe Advenis. Et cette intervention donc, permet de conclure cet e-forum. Donc, e-forum focusé donc, sur l'immobilier, évidemment. Et donc, je vous remercie tous de votre attention. Je terminerai quand même avec un petit mot de conclusion, évidemment en remerciant tous nos partenaires. Et on est très fiers, encore une fois, d'avoir pu réunir ces 9 partenaires aujourd'hui. Donc, vous pourrez vérifier ou repasser en replay donc, les différentes interventions à loisir. Et sachez que donc, au sein des offres AGEAS, tant en direct que dans les contrats d'assurance vie, eh bien, on apprécie beaucoup d'avoir cet éclectisme, à la fois en matière de secteur géographique, de secteur d'investissement également, et puis même de structures juridiques en faisant appel tant à des OPC foncières, bien sûr, mais également, et c'était l'objet de cet après-midi, des SCPI, des SCI de SCPI, des SCI,
des SC et des OPCI. Donc, je crois ne rien avoir oublié. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel e-forum dans ce format à distance et surtout, prenez soin de vous.